Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. L'actualité fiscale a été riche en informations au cours du mois de mai, mais nous avons choisi de partager avec vous cet entretien que nous avons eu avec Susana Ruiz Rodriguez. C'est une experte chez Oxfam. L'ONG a publié un rapport sur la progression des richesses dans un contexte de post-pandémie de Covid et d'inflation généralisée à l'échelle du monde. Les riches sont encore devenus plus riches. En tout cas, leur richesse a beaucoup plus augmenté que la fortune de ceux qui le sont un peu moins. Gonflons ici l'écart entre les riches et ceux qui sont présentés comme étant des pauvres. L'entretien avec Susana aborde cette question avec différents aspects. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec XYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network de taxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impôts-et-justice-sociale.com ou encore interagir avec nous sur notre page Facebook Impôts et Justice Sociale ou Twitter #Impôts Social en un seul mot. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, le programme est disponible. Voilà pour la une. À tout de suite pour les détails. Voilà, madame, monsieur, je vous disais qu'à la une de cette édition de votre podcast, nous allions essentiellement partager avec vous un entretien riche, dense, que nous avons eu avec notre collègue Susana Ruiz Rodriguez de Oxfam. Nous avons parlé avec elle de cette information, cette actualité, selon laquelle les riches sont devenus encore plus riches ou alors ont accumulé encore plus de richesses que n'ont pu le faire les personnes qui l'étaient moins, grossissant ici les inégalités dans le monde. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec notre collègue Susana Ruiz Rodriguez. Alors, pour le podcast francophone de ce mois de mai, nous allons aborder cet important rapport publié par l'ONG Oxfam, la voix de ceux qui n'ont pas de voix dans cette bataille pour l'iniquité au niveau international. Et cette fois, le rapport met un accent sur l'écart qu'il y a eu entre la création des richesses pour les riches et la création des richesses pour ceux qui le sont un tout petit peu moins. Alors, nous discutons de ça aujourd'hui avec Susana Ruiz. Elle est experte chez Oxfam, l'ONG qui a produit ce rapport. Alors, Susana, bonjour et merci déjà de venir sur le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bonjour Idriss et grand merci pour cette invitation, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi de t'avoir, mais aussi pour les éditeurs du podcast. Alors, nous allons peut-être démarrer tout de suite pour une partie minoritaire de la population mondiale, les crises successives que sont la pandémie de Covid, la rupture des chaînes mondiales d'approvisionnement, les crises politiques comme la crise ukrainienne, le conflit Chine-USA sont vécus avec de grandes difficultés. Beaucoup de personnes dans le monde souffrent. En Afrique, notamment, où l'inflation a réduit le pouvoir d'achat, pendant que, pour une petite part minoritaire, on a vu une augmentation des dividendes. Alors, quels sont les chiffres exacts que Oxfam a mis en évidence dans son rapport relativement à cette question? Est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer là-dessus? En fait, comme tu le dis bien, une grande partie de la population en Afrique et dans la planète a énormément souffert, mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Ce qu'on a vu, c'est que depuis le début de la pandémie, depuis 2020,
les 1% les plus riches de la planète ont capté presque 2/3 de toutes les nouvelles richesses qui ont été créées depuis. Alors que le reste de la planète, le 99% les plus pauvres, ont souffert et ont perdu une capacité d'achat, ont perdu du pouvoir et ont perdu de la richesse. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que pour la première fois depuis 25 ans, il y a une montée de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, mais en même temps, on voit une montée aussi de la richesse extrême, de cette super concentration de richesse. Donc cette polarisation entre la croissance de la super concentration de richesse face à l'extrême pauvreté, c'est ça qui nous fait créer des alertes, parce que ça nous inquiète énormément de voir que les crises successives retombent sur le dos de la plupart de la population, mais qui finissent par enrichir ceux qui sont déjà très riches à l'origine. La super concentration des richesses, j'ai vu les chiffres, c'était assez impressionnant, notamment les dividendes, des trillions de dollars qui sont distribués à des personnes qui n'en ont vraiment pas besoin, alors que l'Afrique aurait besoin juste de 790 milliards de dollars pour rembourser la totalité de sa dette. Alors, Susanna, comment est-ce qu'on en arrive à cette différence de trajectoire entre les peuples du monde, alors que les discours officiels en général sont portés sur l'égalité des chances, l'équité, la prospérité collective, la solidarité internationale? Comment est-ce qu'on en arrive là, Susanna? C'est vrai en fait qu'on a un discours qui monte sur ce besoin d'avancer sur l'égalité des chances, mais ça ne se passe pas dans la réalité. Ce qu'on retrouve en fait, c'est un système qui permet encore cette extrême concentration de richesse, un enrichissement des gens qui sont déjà très riches, et aussi des grandes entreprises qui peuvent avoir des super profits dans des temps de crise, alors que l'on demande des efforts, des sacrifices au reste de la population. Ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, les 90 entreprises les plus riches et les plus importantes des secteurs de l'alimentation et de l'énergie ont plus que doublé leurs bénéfices depuis 2022. Ils ont augmenté leurs bénéfices dans l'énergie et dans l'alimentation de plus de 50%. Et elles ont versé à leurs actionnaires, à leurs riches actionnaires, déjà 257 milliards de dollars. Donc ce qu'on a, c'est un système qui permet à ces grandes entreprises d'utiliser le manque de régulation dans certains secteurs clés pour la survie de la plupart de la population, alors qu'il n'y a pas de mécanisme suffisant pour capter une partie de ces richesses, la transformer en système fiscal pour être réinvesti dans les besoins de la population, pour mitiger une partie des impacts de cette crise. Ce qu'on voit, c'est que cette crise, surtout après la pandémie, cette crise de coût de vie, c'est une crise aussi qui est créée intentionnellement par la manipulation, l'utilisation de ces grandes corporations pour augmenter leurs marges, leurs bénéfices bien au-dessus du coût d'augmentation du coût des produits de base. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui augmentent leurs bénéfices bien au-dessus de ce qui est le coût de l'inflation. C'est-à-dire qu'elles augmentent énormément leurs profits, mais elles font en sorte que le coût de cette inflation est absorbé et est passé directement sur la population. Et c'est ça qui est un problème énorme, parce qu'on n'a pas encore un mécanisme suffisant pour mettre une limite à cette manipulation de la part des entreprises, et le coût est transféré directement à l'ensemble des populations. Donc par exemple, ce qui devrait se passer, il serait nécessaire de mettre en place des mécanismes fiscaux, des impôts extraordinaires et qui répondent à cette situation. En Europe, on a mis en place, par exemple, des impôts sur les bénéfices extraordinaires de ces entreprises du secteur énergétique. Si elles font des super profits, ça serait tout à fait logique qu'une partie de ces super profits soit taxée au-dessus des niveaux habituels pour que le résultat de cette collecte puisse être utilisé dans des mécanismes pour mitiger les besoins de l'ensemble de la population. Si le prix des carburants, si le prix de l'alimentation
augmente et ça fait enrichir ces grandes corporations, ce serait tout à fait logique qu'elles paient un bonus, si tu veux, en sorte d'impôt pour que ce résultat extraordinaire aussi puisse être utilisé davantage par les gouvernements pour protéger l'ensemble de la population. Ça ne se passe que d'une façon très exceptionnelle dans certains pays, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un effort coordonné dans la plupart des pays et dans les organismes internationaux aussi pour d'un côté éviter ces super profits ou ensuite pour permettre d'être taxés pour que les recettes puissent être mieux utilisées vers les besoins essentiels du reste de la population. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec la richesse des milliardaires. Comment est-ce possible qu'en temps de crise, alors que tellement de personnes ont dû faire des efforts énormes, on ait vu que la richesse de ces 1% plus riches augmenté autant à ce point. Ce qu'on a vu depuis 2020, c'est que la fortune des milliardaires a augmenté de 2,7 milliards de dollars par jour. C'est incroyable. Dans la plupart des pays, cette richesse, elle n'est même pas taxée. Comment on peut faire? Comment est-ce que c'est acceptable, cette situation? Donc, il faut revenir à un système fiscal qui puisse taxer ces super profits, cette augmentation extraordinaire de la richesse, spécialement en temps de crise. Ah oui, ça c'est clair que l'alerte que vous lancez est tellement forte. Mais évidemment, dans cette conversation, beaucoup diront que les richesses sont souvent des valorisations boursières. Mais je sais en tant que journaliste financier que quand ça les arrange, c'est des valorisations boursières passives. Mais quand ça les arrange aussi, c'est utilisé comme des collatéraux pour lever de la dette. Alors, exactement, tu as bien raison, Idriss. Absolument. Ben voilà. Et le pire, c'est que ces entreprises continuent de créer, ces riches personnes, ces entreprises continuent de créer un effet d'éviction. Elles sont celles qui mobilisent le plus la dette. Et les dividendes, revenons aux dividendes, tu as presque abordé le sujet. Très souvent, ces dividendes sont servis à des véhicules d'investissement qui sont incorporés dans des paradis fiscaux, Susanna. Est-ce que vous pensez que cet état de choses, cette opacité, ce service de paradis fiscaux au profit des revenus des personnes qui sont cachées derrière des constructions juridiques, est-ce que vous pensez que ça contribue à aggraver le problème ? Alors, il faut comprendre que les paradis fiscaux jouent le rôle de facilitateur de cette augmentation de la superconcentration de richesses et des super profits. C'est un piège pour la plupart des pays, parce que c'est des juridictions qui permettent d'attirer artificiellement des profits de grandes entreprises, détaxées, c'est-à-dire ni à l'entrée ni à la sortie de ces capitaux, elles payent suffisamment, mais ça crée une concurrence absolument déloyale entre les différents territoires, entre les différents pays. Ça veut dire que pour n'importe quel pays de l'Afrique, il y a une proportion très importante de ces profits d'entreprises qui passent par ces paradis fiscaux et qui ne représentent pas un investissement réel. Même le FMI, à un moment, parlait d'un investissement fantôme. Il y a presque 40% de l'investissement mondial, 40%, presque la moitié de l'investissement mondial, passe par un de ces paradis fiscaux. Alors, ce n'est pas un investissement réel, ce n'est pas un investissement qui crée de la valeur, c'est un investissement seulement qui passe au travers de ces véhicules dans des paradis fiscaux pour profiter de conditions pour payer moins d'impôts et simplement enregistrer ces profits-là. Donc, au lieu de faire en sorte que les profits restent dans les pays où l'on crée vraiment de la valeur, ce qui se passe, c'est que les profits sont déplacés artificiellement vers ces paradis fiscaux, de telle sorte que ils ne contribuent pas à la valeur ou à la création de valeur, à la richesse dans les pays où l'activité se tient, mais elles déplacent la richesse, elles dépassent les profits, elles les déplacent vers ces paradis fiscaux. Donc, les paradis fiscaux sont un piège vraiment pour la plupart des pays et c'est un piège aussi pour la lutte contre les inégalités. Ils sont une partie importante, ils sont complices de la création de cette augmentation des difficultés pour l'ensemble des populations et c'est un piège dans la lutte contre les inégalités. Oui, évidemment, il y aura des exégètes pour nous dire, Susanna, que tout ça est complètement légal. Mais évidemment, quand je t'entends parler, la vraie question est-ce que tout ça est intègre? Est-ce que tout ça est équitable? Est-ce que tout ça est normal? Qu'une entreprise se retrouve avec une trésorerie libre
trésorerie libre, ExxonMobil, 33 milliards de dollars à la fin du premier trimestre de 2023. Tandis que les pays africains doivent encore supplier pour avoir de l'argent et construire des écoles. Mais bon, c'est le monde tel qu'on le vit. Une piste, Susanna, qui est très souvent... Oui, vas-y. Mais en fait, non, je suis entièrement d'accord. Mais dans cette discussion, si c'est légal ou illégal, c'est une discussion c'est aussi un piège. Si c'est légal de faire en sorte que l'argent puisse sortir de la plupart des pays africains à ce niveau, dans ce cas-là, il faut changer les règles. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on ne peut pas, c'est rester impassible face à une réalité qui vide la capacité des pays à prendre des décisions sur leur propre devenir, sur la façon de voir quels sont les investissements à faire, alors que en même temps, il y a un enrichissement absolument artificiel et honteux qui se produit en dehors des frontières des pays. Donc, si la discussion est sur légal ou illégal, mais dans ce cas-là, changeons les lois. Montrons vraiment qu'il y a une volonté de faire en sorte que le système fiscal international reprenne une partie de cette équité pour représenter davantage la protection des intérêts des pays en Afrique, entre autres. Susanna, écoute, t'inquiète, on va te prendre chez Tax Justice Network, c'est notre bataille. Le nouveau système fiscal international sous l'égide des Nations Unies, évidemment, c'est quelque chose qui tient à cœur à notre équipe de chercheurs qui accompagnent les pays africains dans cette bataille avec notamment Eurodad. Alors, je vais peut-être te ramener sur... Très souvent, il est proposé de taxer la fortune des plus riches. Tu l'as dit d'ailleurs, il faudrait qu'on le fasse. Mais alors, la vraie question finalement, c'est que ces riches, personnes ou entreprises, tiennent des gouvernements, conduisent la volonté des marchés. Et il suffirait qu'on apprenne que tel pays n'est pas favorable à l'investissement pour que tout le monde l'abandonne. Et on a vu avec le Ghana. Le Ghana qui est un pays, bonne gouvernance, démocratique, population jeune, travailleuse, pas de corruption, mais quelqu'un a décidé que le pays n'était plus viable parce que l'État a voulu renforcer la capacité à mobiliser des ressources. Alors, comment les États peuvent arbitrer? Toi, quel conseil tu peux donner aux États africains lorsqu'il s'agit de taxer les plus riches entreprises et individus? En fait, la raison pour laquelle... d'abord, il y a eu un message faux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas taxer les plus riches parce qu'on ne connaît pas la richesse, parce que c'est très compliqué, parce que c'est pas efficace, parce qu'on ne collecte pas assez. Mais ça, on parle d'une réalité qui est vieille, qui est du passé. Depuis ces dernières années, on a mis en place énormément de mécanismes pour mieux identifier la richesse des plus riches. En tout cas, c'est pour taxer les plus riches, il faut commencer par identifier cette richesse. Donc, dans ce cas-là, le premier pas, c'est la transparence. Mettre en place des mécanismes d'identification de cette richesse, de ses actifs, de ses propriétés, tout. Mais le premier pas, donc, c'est de briser cette opacité. Donc, identifions, travaillons sur la transparence. Les gouvernements peuvent en mettre en place des cadastres, des mécanismes, des registres publics pour identifier qui sont les propriétaires réels et ultimes de ces actifs. Donc, c'est le premier pas. Après, il faut prendre la décision politique de vouloir taxer cette richesse et ne pas se laisser prendre au piège. Ce dogme comme quoi, si on taxe les plus riches, il va y avoir une fuite de la richesse et en dehors des pays vers des paradis fiscaux entre autres, ou que ça va créer un risque à la croissance des pays. C'est absolument honteux aussi de penser que l'on peut seulement taxer ceux qui ne peuvent pas échapper à l'impôt, les classes moyennes, les petites entreprises, etc. Celles qui sont là, qui n'ont pas le choix et qui ne veulent non plus utiliser ces grands paradis fiscaux pour détaxer leurs actifs, leurs richesses. Donc en fait, c'est la volonté politique de certains de ces gouvernements qui doit montrer qu'il y a une capacité, une volonté à ne pas se laisser imposer une réalité qui ne se correspond pas aux mécanismes, aux outils qui sont à la disposition de ces gouvernements en ce moment pour suivre la trace de la richesse, mais aussi pour ne pas se laisser
subjugués par la pression, la capture politique de ces élites qui veulent faire croire que si elles sont taxées, elles vont fuir le pays. Et dans ce cas-là, c'est leur choix de voir si c'est de bons citoyens, s'ils veulent contribuer au développement durable des pays, ou si en fait la seule chose qui les intéresse, c'est d'augmenter l'argent qui est dans leur poche ou dans leur compte bancaire au dépit de ce qui arrive à le reste de la population. Donc, transparence pour augmenter l'identification de ces richesses, commencer des processus de réforme fiscale pour augmenter, pour mettre en place une batterie de mécanismes d'imposition sur la richesse, sur le patrimoine, bien sûr, le capital en général, et même sur l'héritage ou sur la propriété. Il faut comprendre qu'il faut taxer les différents moments de vie de la richesse pour un certain individu, et il faut comprendre aussi qu'un seul outil ne sera pas suffisant et qu'il vaut mieux utiliser différents mécanismes pour mieux comprendre, comme tu disais, si c'est les dividendes qu'il faut taxer, ou si c'est la propriété, ou si c'est l'héritage. Mais dans ce cas-là, pour ça, il faut d'abord avoir une bonne identification de qui sont les propriétaires de ces richesses, de ces actifs. Nous, chez Oxfam, on a calculé que si on mettait un impôt progressif sur la fortune des multimilliardaires de la planète jusqu'à 5%, on pourrait réussir à rapporter 1 700 milliards de dollars par an. C'est énorme, c'est beaucoup plus que ce montant de dette de l'Afrique entière dont tu parlais au tout début de notre conversation. Et ça pourrait vraiment aider à sortir 2 milliards de personnes de la pauvreté. Ce serait énorme, c'est un choix politique. Je suis absolument d'accord. Et heureusement, en Afrique, le message continue de passer. 24 pays selon le rapport sur l'état de la mise en place de la propriété effective des bénéficiaires effectifs. 24 pays ont déjà adopté ces lois avec, pour certains, beaucoup de faiblesses, mais la transparence avance déjà. Alors, peut-être un dernier point, Susanna. En Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, malheureusement, les marchés boursiers ne sont pas toujours très développés. Beaucoup d'entreprises, dont des filiales de multinationales, sont présentes en tant que des entreprises non publiques, non cotées en bourse. Et là, il n'y a aucune transparence, les prix de transfert, c'est la mort, les impôts ne sont pas toujours outillés. Alors, quel est le conseil que tu donnerais? Peut-être que les administrations fiscales africaines devraient être plus attentives à l'outil Fair Tax Monitor d'Oxfam, qui a fait ses preuves en termes d'évaluation de taxation équitable. Oui, l'outil, c'est le Fair Tax Monitor, c'est un outil pour montrer au gouvernement, donner une image réelle du système fiscal dans les différents pays. Et là, ce qu'on retrouve très souvent, c'est qu'il y a un déséquilibre total entre la contribution des grandes entreprises, des grandes fortunes, des personnes les plus riches, face à la contribution des impôts indirects au travers de la consommation. Donc, ce qu'on voit, c'est que le système fiscal de la plupart des pays en Afrique dépend absolument non des contributions des grandes entreprises ou de ceux qui ont le plus de moyens, mais retombe finalement sur les foyers, sur les petites entreprises et sur les plus vulnérables. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les services des administrations fiscales des pays d'Afrique puissent avoir une capacité de faire un suivi plus serré sur ces entreprises, qu'elles soient cotées en bourse ou pas. Il faut comprendre, il faut pouvoir travailler de façon plus proche sur l'activité réelle de ces entreprises pour éviter qu'il y ait ces fuites vers d'autres paradis fiscaux ou qu'il y ait aussi des mécanismes de manque de responsabilité dans la déclaration des bases imposables. Mais en fait, ce qu'il faut aussi, c'est que ces entreprises comprennent qu'elles doivent être engagées avec des pays dans lesquels elles tirent la richesse, le profit et tout. Exactement. Donc, Exactement. Faire du développement et pas de l'investissement de rente. Faire du développement et non de l'investissement de rente, Susanna. Exactement. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas simplement attendre qu'elle soit poursuivie par l'administration fiscale pour, avec un certain retard, régler les comptes. En fait, c'est qu'elles comprennent que leur contribution crée de la valeur et c'est ça ça devrait être leur responsabilité, contribuer à cette valeur et pas
cette économie de rente que tu disais. Donc il faut vraiment maintenant un changement de culture, un changement de mentalité de la part de ces entreprises, de comprendre qu'elles sont responsables de l'avenir du continent, qu'elles sont responsables de l'avenir aussi de construire une meilleure condition de vie de leurs concitoyens, et qu'elles sont responsables, et c'est dans leur intérêt aussi, de contribuer aussi à créer des conditions pour qu'il y ait un meilleur investissement en éducation, un meilleur investissement en santé. On a vu aussi avec la crise de la Covid comment c'est important d'être préparé d'avance pour mieux répondre dans ces conditions, et qu'il faut aussi des conditions pour éviter, c'est pas dans l'intérêt même de ces entreprises de faire en sorte que une partie si importante de la population soit laissée de côté et elles subissent les situations de crise. Ça n'arrange personne. Donc il faudrait vraiment un changement culturel aussi de la part de ces entreprises pour qu'elles comprennent qu'elles sont responsables du futur des pays d'Afrique, et qu'elles sont responsables aussi de mettre en place les solutions pour que leurs concitoyens puissent avoir droit à de meilleures conditions de vie et à un avenir qui soit beaucoup plus digne. En tout cas, cette taxation des plus pauvres ou des classes moyennes coûte dans certains pays jusqu'à 20% du prix de la matière ou du produit, du service qui est acheté. Va voir pourquoi il y a tellement de secteurs informels en Afrique. Il y a toutes les théories, mais on oublie parfois la théorie de la fiscalité. Alors, Susanna, franchement, je suis très content d'avoir eu toutes ces explications. Peut-être je vais te sortir de cet entretien très, très instructif avec la vision de Tax Justice Network qui pense, in fine, effectivement, comme tu l'as dit, il faudrait qu'il y ait de la transparence sur la propriété effective, un registre global des propriétaires afin de retrouver à qui appartient quoi, l'échange automatique et sans condition d'informations fiscales. Et aujourd'hui, on introduit même la notion de réparation en termes de dommages climatiques. Alors, comment est-ce que Oxfam s'inscrit par rapport à tous ces engagements de plaidoyer? Est-ce que c'est des frontières sur lesquelles votre ONG, peut-être dans ton segment de la fiscalité, est-ce que c'est des frontières que vous comptez explorer pour le futur de la bataille contre les inéquités sociales? Mais Idriss, tu sais bien que dans ce combat, Oxfam se retrouve main dans la main avec Tax Justice Network, et qu'on partage ces objectifs et le besoin de retrouver une base sociale forte qui puisse rendre les gouvernements responsables de ces choix. Et juste quand même un petit mot de positif, cette semaine je me retrouve en Amérique latine où Oxfam par exemple partage ces mêmes combats, mais en Amérique latine où l'on voit certains gouvernements comme la Colombie qui prend l'initiative et qui montre qu'il est possible de mettre en place un impôt sur la richesse, d'augmenter la taxation sur les super profits, et de chercher une façon aussi de créer une meilleure coordination entre les pays d'Amérique latine pour assurer une meilleure défense des intérêts de ces pays face aux puissances internationales. Donc ce combat, on se retrouve absolument avec vous. On partage les objectifs, et en plus on le mènera non seulement en Afrique mais au-delà des frontières du continent pour essayer de faire en sorte que la plupart des pays en développement puissent avoir une voix forte dans les discours, dans les négociations globales, et mieux rééquilibrer les résultats qui se tiennent dans ces négociations. Donc comptez sur nous, comme on comptera sur vous aussi, et j'espère que l'on pourra compter sur beaucoup de personnes qui vont se joindre à nous dans ces objectifs. Nous sommes de plus en plus nombreux grâce à l'engagement et la vocation de plusieurs parties prenantes. Je te dis merci, Susanna. C'était un grand moment d'apprentissage pour moi et j'espère pour mes auditeurs. Et je serai très ravi de t'accueillir à n'importe quel moment sur le podcast quand tu auras autant de choses positives à nous apprendre et à nous renseigner. Au revoir, Susanna, et merci encore pour ton temps précieux. Au revoir Idriss, et merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir partagé ce petit moment avec nous, et pour que l'on puisse se retrouver sur ces mêmes combats très, très vite. Merci, grand merci. Voilà, j'espère que vous avez tiré des leçons de cet entretien avec notre collègue Susanna Ruiz Rodriguez pour le mois de juin
de nombreuses activités de la justice fiscale en cours. Nous avons la conférence internationale IDIE, la question des bénéficiaires effectifs sera discutée. En mai, nous avons été au Nigeria où nous avons parlé et partagé du rôle de la société civile et de la transparence sur les bénéficiaires effectifs. Nous allons y revenir certainement au cours de ce mois de juin aussi. Nous avons aussi été au Cameroun où nous avons lancé le plaidoyer avec les autorités locales et notre partenaire le CRADEC. Tout cela sera traité dans le cadre de la prochaine édition. Mais d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et surtout d'être vigilants, car pendant que vous dormez, ceux qui ont l'expertise s'arrangent à ne pas payer assez d'impôts. Vous pouvez continuer de suivre notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network, de taxcast.net, et vous cliquez sur l'onglet en français. Pour ceux qui le souhaitent, page YouTube www Impôts et Justice Sociale, notre page Facebook Impôts et Justice Sociale et notre compte Twitter #Impôts Social avec S et social, le tout relié. Pour ceux qui ont Stitcher, n'hésitez pas à chercher le programme. Portez-vous bien et à bientôt pour un autre épisode des Impôts et Justice Sociale, le podcast francophone sur la justice fiscale en Afrique et dans le monde.